Bonjour et bienvenue dans ce tout premier podcast Nexense où nous allons aborder le thème de la sustainability ou du développement durable sous toutes ses formes en invitant différents intervenants et intervenantes impliqués dans le domaine à prendre la parole. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Estelle Cantillon, directrice de recherche au FNRS et professeure à la Solvay Business School. Bonjour Madame Cantillon. Bonjour. Donc le thème que nous allons aborder aujourd'hui se concentre principalement sur la transition énergétique en Belgique ainsi que sur certaines solutions et politiques publiques à mettre en place. Nous savons qu'à l'heure actuelle, l'objectif belge dans le cadre du European Green Deal et de l'accord de Paris pour le climat est d'avoir un bilan d'émissions carbone neutre d'ici 2050. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ? Oui, et donc en fait, c'est vrai que c'est pas juste un chiffre magique d'être climatiquement neutre en 2050. En fait, les scientifiques, et c'est résumé dans les rapports du GIEC, nous montrent que c'est vraiment l'objectif à atteindre. Et encore, la façon d'y atteindre est importante pour limiter les augmentations des températures globales à moins de 2 degrés Celsius. Alors 2 degrés Celsius, ça n'a pas l'air d'être terrible, surtout en Belgique. On se dit que 2 degrés Celsius, ça pourrait être pas mal, mais en fait, c'est des températures moyennes. Et les changements climatiques sont souvent accompagnés également des augmentations des intempéries, des vagues de sécheresse, des vagues de chaleur, d'ailleurs qui tuent déjà en Belgique chez nous. Et donc, c'est en fait assez dramatique, grosse chute de la biodiversité, etc. Et je crois que c'est vraiment important que l'Europe fasse ce mouvement-là parce que on fait partie des pays les plus riches du monde. On a, à ce titre-là, on a une responsabilité parce qu'on a aussi contribué beaucoup plus que les pays pauvres à la situation actuelle et on a plus de capitaux, on a plus accès aux technologies que les pays pauvres. Et donc, en fait, c'est important que les pays les plus riches fassent fassent vraiment ce mouvement-là, se mettent en route, car en plus, ça va avoir un effet d'entraînement sur les autres pays en termes de partage de technologies et de solutions. Donc, je crois que c'est vraiment important qu'on le fasse. D'accord. Et on a vu ces dernières années tout doucement s'amorcer un espèce de changement du comportement de la population, mais c'est des actions qui individuellement seront malheureusement pas suffisantes pour atteindre cet objectif donc formulé par l'Union européenne. On a besoin de changements plus en profondeur, un peu plus systémiques. Est-ce que vous pouvez nous parler des différentes politiques publiques mises en place actuellement et de celles qui pourraient l'être dans le futur? Alors, c'est effectivement des changements systémiques dont on a besoin, et vraiment radicaux, parce que à titre individuel, on peut tous faire quelque chose. D'ailleurs, il faut pas dire que c'est inutile. Je crois que nos choix de mode de transport, nos choix de consommation sont importants. Mais en fait, il va y avoir les changements nécessaires. C'est vraiment radical, ça va toucher tous les secteurs de l'économie, pratiquement tous les secteurs et toutes les facettes de notre vie. C'est la façon de se loger, c'est la façon de se déplacer, c'est la façon de se nourrir. Et il y a essentiellement deux grands volets. On va devoir faire plus avec moins. Donc ça, c'est toutes les questions d'efficience de l'utilisation des ressources. C'est isoler, c'est réduire nos déchets. On est un des pays des déchets alimentaires, par exemple. On est un des pays au monde qui produit le plus de déchets alimentaires. Et puis, c'est faire autrement. Donc, c'est par exemple remplacer les énergies fossiles par les énergies renouvelables quand on produit l'électricité, c'est changer d'alimentation, etc. Et évidemment, dans ce paquet-là, les nouvelles technologies vont avoir un rôle, puisque faire autrement, c'est aussi avoir adopté différentes technologies et une grosse partie des technologies qui sont disponibles. Et donc, quand on voit tout ça, quand le fait que ce soit tellement systémique, on se dit qu'il va y avoir vraiment, il y a vraiment beaucoup de leviers, puisqu'il y a le levier du consommateur, le levier de l'entreprise, le levier des investissements publics et les infrastructures, etc. Et il y a beaucoup d'acteurs aussi. Et donc, c'est ça qu'on a parlé tout à l'heure. Lorenzo a mentionné le Green Deal. Le Green Deal, c'est en fait une feuille de route transversale de toutes les politiques qui vont devoir être mises en place. Et alors, on parle des marchés financiers, on parle de l'information au consommateur, on parle de l'infrastructure, on parle de la façon dont l'agriculture fonctionne, etc. Et je pense que là, il y a vraiment un des éléments clés, ça va être de mettre un prix sur le carbone. Ça, ce sera un des éléments clés de la solution, parce que ce qui est vraiment va être important, c'est d'être cohérent et coordonné dans ce mouvement-là. Du coup, vous avez mentionné la taxe carbone. Pour clarifier un peu le concept pour nos auditeurs, donc l'idée générale, c'est que donc on a une tarification carbone qui applique le concept du pollueur-payeur et donc qui rajoute un coût aux entreprises qui émettent du CO2. Et à l'inverse, il y a aussi un système de crédit pour celles qui réduisent les émissions et qui produisent des énergies vertes. Et donc, ça a pour but général d'orienter les entreprises vers une réduction globale des émissions. Il y a une multitude d'applications possibles pour le prix du carbone en soi. Il y a certains systèmes nationaux qui sont à peu près différents pour chaque pays.
Mais un de ceux qui semble, être le plus efficace en ce moment, en tout cas, c'est celui de l'Union européenne, donc le EUETS, donc le European Emission Trading System, qui couvre à l'heure actuelle près de 45 des émissions de CO2, européennes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement comment est-ce que ce dernier fonctionne? Oui, donc en fait, c'est un système, c'est un système de marché de quotas qui couvre les gros secteurs industriels. Et donc, c'est des secteurs industriels où, et ça, c'est une de ses limites. Hein, on parle de plus ou moins 11 000 installations, 12 000 peut-être installations au niveau européen qui doivent annuellement mesurer leurs émissions et couvrir leurs émissions par des permis. Et le nombre de quotas qui est disponible sur le marché va diminuer chaque année. Et donc, c'est d'une certaine façon, de s'assurer que ces secteurs-là, au niveau agrégé, ne vont pas émettre plus qu'un certain niveau de carbone. La difficulté, et donc c'est la difficulté aussi pour étendre ces systèmes, elle est double. La première, c'est que ça va être difficile d'étendre ça aux consommateurs lambda et de voir quelles sont vos émissions de carbone de chacune de votre maison et de devoir payer des permis pour couvrir vos émissions, parce que vous pouvez imaginer que on est pratiquement un demi-milliard d'habitants en Europe, ça fait beaucoup de vérifications. Ça, c'est une question de faisabilité. Et puis l'autre chose, c'est qu'en pratique, ce marché, il est peut-être très efficace au niveau des quantités. On s'assure qu'effectivement, les quantités d'émissions réduisent chaque année, mais les prix sont très, très volatiles. Et donc, pour certains secteurs, c'est quand même déjà un problème parce que quand vous voulez investir, c'est vraiment diminuer ces émissions, ça nécessite de changer d'équipement en termes. Quand vous êtes une entreprise, vous devez savoir si le prix va être de 10 euros, de 20 euros, de 40 euros, de 100 euros, et ça va avoir une forte implication sur la technologie que vous allez adopter. Et quand le prix sont volatiles, ben ça ne vous amène pas nécessairement à prendre les bons choix. Et donc l'autre option, et je crois que c'est celle qui est vraiment favorisée pour les autres secteurs, c'est mettre un prix sur le carbone, un prix fixe du coup. On parle ici des secteurs essentiellement du transport, du chauffage par exemple. Et ça reste un tabou au niveau politique. C'est vraiment très, très embêtant parce que dans une économie de marché, avec le fait, enfin, c'est pas l'État qui va tout décider. C'est pas l'État qui va isoler, qui va choisir vos voitures, qui va faire prendre toutes les décisions. On a toute une série d'acteurs privés, les ménages et les entreprises, et il faut d'une certaine façon qu'ils aient un signal prix. Parce qu'autrement, sans signal prix, ben, vous n'allez pas décider d'isoler votre maison, vous n'allez pas décider de vous chauffer, d'installer une chaudière au pellet plutôt qu'une chaudière au mazout, par exemple, etc. Mais du coup, ce que vous dites que ce serait bien d'avoir une taxe carbone, mais est-ce que vous pensez que quand même ce schéma de trading system est utile et devrait être appliqué en plus des taxes carbone au reste du monde, ou bien au contraire, c'est peut-être pas une... Non, je crois qu'on doit les voir comme deux solutions qui sont différentes. Donc, il faut savoir on a un marché des permis au niveau européen parce qu'au niveau européen, il faut unanimité pour qu'il y ait une taxation, des mesures fiscales. Ce qui est important, et surtout pour l'acceptabilité de ces mesures-là, c'est de dire il faut un signal prix, mais tout l'argent récolté doit être retourné de façon au prorata. Par exemple, imaginez qu'on récolte 11 milliards, eh bien, ça veut dire que chaque citoyen belge reçoit 1 000 euros en retour. On ne peut pas continuer à se dire, pour ne pas pénaliser ces ménages, on ne met pas de prix, parce que du coup, il n'y a rien qui bouge. Il faut qu'on mette un prix et qu'on protège les ménages les moins favorisés. Vous parliez de la redistribution, liée à la taxe carbone. Est-ce que ce serait pas vraiment la dimension qui a manqué, pour, l'implémentation de la taxe carbone en France, et donc Oui. avec, ce qui a suivi avec le mouvement des gilets jaunes? Est-ce que c'est vraiment la dimension qui manquait ou est-ce qu'il y avait d'autres choses sur le Non, côté qui, c'est effectivement cette partie-là. Et donc là, il faudra faire très attention, même en Belgique. Hein. Bien, si on veut, on pourrait commencer progressivement et d'abord taxer les biens qui sont d'autant plus consommés par les ménages les plus aisés. Or, ici, en France en particulier, ce qui s'est passé, enfin, bon, la France est un grand pays et ils ont vraiment vidé leur campagne au fil du temps. Il n'y a plus aucun magasin, etc. Et donc, les gens qui se retrouvaient à vivre dans des petits villages étaient vraiment dépendants de la voiture. À ce niveau-là aussi, je sais que, enfin, je crois savoir que pour l'instant, même au niveau européen, il y a même pas la moitié de ce qui est récupéré en taxe carbone qui est réinvesti dans le renouvelable ou dans des programmes qui iraient dans ce sens-là.
Du coup, là aussi, ça pourrait être, ce serait une des premières étapes aussi, selon vous, donc de pouvoir travailler là-dessus et de les réutiliser pour les gens qui vont souffrir aussi le plus. Oui, donc en fait, effectivement, donc là, c'est l'autre option, hein. Quand vous levez des fonds via une taxation carbone, vous pourriez dire, ben, je vais utiliser l'argent pour en fait, parce que l'objectif de la taxation de carbone, c'est pas de lever des fonds. L'objectif, c'est de changer les équipements et changer les comportements. Donc en fait, vous pourriez dire, ben, je vais lever une taxation carbone et je vais faciliter la substitution des gens vers les autres technologies. Donc, par exemple, je vais faciliter l'accès au transport en commun. Je vais faciliter le recours à la mobilité douce. Donc, ça, c'est une option, c'est de dire je recycle l'argent pour faciliter la substitution des biens. Et l'autre, c'est de dire, bon, pour des raisons politiques, c'est encore plus simple. Et c'est vrai qu'en termes de visibilité, c'est vraiment un avantage, hein. En British Columbia, par exemple, c'est ce qu'ils ont fait, hein. En Colombie-Britannique, au Canada, ils avaient une taxe carbone et tout est redistribué. Ça s'appelle le dividende carbone. Et au niveau politique, c'est évidemment très parlant pour la plupart des citoyens. Et quand je lis la nature des discussions pour la taxe kilométrique ou pour parce que la taxe kilométrique, en fait, à Bruxelles, une partie des fonds allait être réinvestie dans le transport en commun et donc dans ces questions de facilitation pour les alternatives. Et même malgré ça, vous avez vu la levée de bouclier pas possible contre cette mesure. Donc peut-être que le plus simple, c'est de dire, ben voilà, on redistribue tout et voilà. Vous avez mentionné au début de ce podcast, l'importance de l'homogénéité des mesures et c'est vrai que quand on y pense, là, maintenant, si la Belgique, dans les mois à venir, dans les années à venir, implémente une taxe carbone, assez stricte et même avec une politique de redistribution, est-ce qu'il n'y a pas un risque pour les entreprises de fuite vers des pays où ces impacts financiers seraient moins importants? Alors, donc il faut un peu, je crois qu'il faut relativiser ça. Des fuites de carbone existent, hein. Donc, par exemple, l'essence est pour l'instant moins taxée au Luxembourg. Je peux vous dire qu'on voit ça dans les chiffres de Luxembourg, des ventes d'essence en Luxembourg est beaucoup plus élevée par rapport à sa population et aux besoins de conduite et de kilomètres de transport, aux besoins de transport de la population. Donc, il y en a toujours un peu. Mais on n'est pas. Il faut savoir aussi qu'en Europe, on est parmi les. En tout cas, en Europe de l'Ouest, on est parmi les derniers. Euh, Quand on parle d'aviation, il y a déjà des taxes sur les tickets d'avion aux Pays-Bas, en Allemagne, en France, pas en Belgique. Pourquoi? Il y a, au niveau des prix du carbone, il est plus élevé en tarification carbone, il y en a en France. L'Allemagne a annoncé une trajectoire carbone aussi, déjà à 40 euros la tonne. La Suède est à 100 euros. Donc, elle se met partout. Et alors, bon, dernier argument peut-être aussi de dire, c'est que d'une certaine façon, mettre un prix carbone, c'est forcer aussi les entrepreneurs à investir dans les technologies du futur. Est-ce que vous pensez, à titre personnel, qu'on va réussir à travailler tous ensemble pour rejoindre cet objectif d'ici 2050? Je l'espère en tout cas. Non, mais sérieusement, je crois que les choses bougent. On voit quand même les choses bougent au niveau des entreprises, des États et des citoyens. L'accord de Paris a vraiment a été une rupture dans pas mal de choses. Donc c'est que 2015, mais on voit vraiment que les choses bougent. Elles ne bougent sans doute pas assez vite. Mais tout ce qu'on peut faire pour bouger, ce sera déjà ça en moins au niveau augmentation des températures. Et je crois qu'on va apprendre au fur et à mesure. Euh, c'est à chaque fois là, en célébrant les succès des entreprises et des villes qui arrivent. Parce qu'il y a vraiment des villes qui sont engagées à être zéro carbone et qui sont vraiment en train de se transformer. C'est en célébrant et en montrant le succès de ces entreprises, de ces villes, de ces communautés qu'on va pouvoir disséminer l'envie pour les autres aussi de bouger, parce qu'il faut se rendre compte que c'est pas uniquement l'aspect très abstrait du carbone qu'on n'aimait pas, c'est dans les villes, ça veut dire aussi moins de pollution de l'air, par exemple, hein. Si vous n'utilisez pas, vous ne brûlez pas des énergies fossiles, ça veut dire des villes où il y a une mobilité douce plus développée, c'est aussi c'est des villes apaisées, moins stressantes. Donc il y a vraiment pas mal de bénéfices conjoints et c'est ça qu'on doit pouvoir démontrer, quoi. Mais du coup, nous voilà déjà à la fin de ce premier podcast. Et donc, pour conclure, Madame Cantillon, est-ce que vous auriez une recommandation à faire pour nos auditeurs et auditrices qui souhaiteraient approfondir un petit peu le sujet, une lecture, un livre, un documentaire, quelque chose?
Il y a plein de livres. Il y a le dernier livre de Bill Gates est intéressant. Il y a l'ouvrage de Donut Economy de Kate Raworth qui est intéressant. Il y a plein d'auteurs intéressants. Là, j'aurais dû vous amener toute une sélection et je pourrais vous soumettre ça à l'occasion. Mais il y a C'était plein de pour, choses qui bougent, voilà. c'était pour avoir le premier qui vous venait à l'esprit, c'était un peu l'idée. Voilà. Mais du coup, merci beaucoup. C'était un vrai plaisir de vous recevoir pour ce premier épisode. On espère que ça aura éveillé la curiosité de nos auditeurs. Encore merci et à bientôt. Avec plaisir.